Alors, bonjour, Claude Gridel, bibliothèque départementale de la Meuse. Donc, la Meuse, hein, c'est un petit département, 180 000 habitants, et on est une petite équipe, on est à peu près 18 à la bibliothèque départementale. Donc, j'ai un petit diaporama. Donc, en Meuse, ça va être assez simple, puisque, donc, comme je le disais, on n'a qu'un seul catalogue. Il n'y a pas de fusion, on est une petite équipe, donc ça a été assez facile. Enfin, presque. Ok, donc petit retour en arrière. Donc en Meuse, avant d'avoir Koha, on avait un logiciel qui s'appelait Upsys dans une ancienne version, la 8.21, des choses assez barbares sous DOS. Et donc on est passé à Koha en 2011 suite à un appel d'offres et aussi parce que c'était un souhait de notre part. On avait une forte volonté de passer vers des logiciels libres. Et il y avait derrière aussi tout un tas d'autres souhaits, comme créer un catalogue collectif et également proposer aux petites bibliothèques du département une solution d'informatisation. Surtout si vous avez des questions par rapport au réseau des BDP, n'hésitez pas. Donc en Meuse, on a à peu près une centaine de bibliothèques qui sont desservies par la BDP. Et en 2011, quand nous, on est passé à Koha, il y en avait à peu près 4 ou 5 qui étaient informatisés, essentiellement des BM, qui utilisaient toutes des SIGB différents. Évidemment, aucune n'utilisait Koha. Et donc, avec des SIGB, il y avait du Papyrus 2000, hein, pas très connu, il y avait de la Talente, il y avait enfin d'autres petits logiciels de la sorte. Donc nous, on est passé donc en 2011 et la toute dernière version, on y est passé donc cette année au mois de mars. On était resté un petit moment sur la 3.02 pour la simple et bonne raison qu'on a quelques spécificités. Je crois que c'est le cas d'un certain nombre de bibliothèques. La plus grande spécificité, c'est d'avoir un module de prêt-déporté. Alors, un module de prêt-déporté, c'est quoi ? C'est un module qui permet en fait de faire du prêt du retour dans Koha sans avoir aucune connexion. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans les particularités, c'est qu'on a un SIGB et un EPAC qui sont tout hébergés. Pour pouvoir faire tourner le logiciel Koha, il nous faut une connexion Internet. Or, le bibliobus, quand il dessert les 100 bibliothèques du réseau, il n'y a pas toujours de connexion Internet. Déjà, au départ, en 2011, il y en avait très peu qui avaient Internet. Et malgré tout, il reste des communes dans le département où la connexion n'est pas très fiable, ou en tout cas loin d'être assurée pour pouvoir faire du prêt du retour en lot. Une BDP, quand elle fait du prêt du retour, ça peut aller de 400-500 documents et ça peut monter jusqu'à 1500-2000. Donc ça veut dire autant de prêts que de retour. Donc c'est vraiment du prêt en lot, en grande quantité. Donc ce module de prêt-déporté, il nous permet de partir en tournée avec 2 ordinateurs qui sont totalement coupés de tout, sur lesquels sont installés une version de Linux et derrière une version de Koha. On part le matin, on fait nos prêts, nos retours. Évidemment, pendant ce temps-là, la base de fonctionnement continue de tourner. Et donc à la BDP, les collègues font du prêt, du retour, du catalogage, etc. etc. Le soir, le bibliobus rentre, on rebranche les 2 portables. Les prêts, les retours, les inscriptions de lecteurs qui ont été faits sur les 2 portables sont transférés à la base de production. Et c'est un script qui tourne la nuit, qui permet d'intégrer tous ces prêts, ces retours, et de remettre à jour le lendemain matin la base à jour du serveur vers les 2 portables de prêt-déporté. C'est plus clair ? Ok. Ça, c'est vraiment fondamental pour nous. Autre petite particularité, mais qui était vraiment minime,
Le fait de pouvoir avoir une vue statistique de l'adhérent, c'est-à-dire que quand on arrive sur une bibliothèque, on va voir combien de documents en prêt, notamment avec une répartition par genre, adulte, jeunesse, ado, et ensuite par code de collection. Combien ils ont de romans, combien ils ont de BD, etc. De manière à ce qu'au fur et à mesure où ils choisissent dans le bus, on puisse leur dire, et qu'on ait passé les prêts et les retours, et bien là, vous voyez aujourd'hui, quand on est arrivé, vous aviez tant de BD, maintenant, vous en avez choisi que 10, alors qu'avant, vous en aviez 50. Est-ce que c'est vraiment une décision de votre part, ou est-ce que c'est un oubli de choix dans le bus? Donc ça, cette vue statistique, je sais qu'elle est aujourd'hui dans la version 3.18, mais à l'époque, elle ne faisait pas partie de la 3.02. Ensuite, on a un petit module d'export de notice qui permet donc depuis une liste de prêts d'un adhérent d'exporter tout ou partie des documents qui sont en prêt sur cet adhérent et de faire de l'export de notice au format ISO 2709 avec ou sans exemplaire. Nous, on va essentiellement privilégier avec exemplaire pour pouvoir ensuite avoir un lot de notices qui va être injecté dans le logiciel qui informatise la bibliothèque qui nous reçoit. Donc, particularité, je l'ai dit tout à l'heure, hébergement SIGB opaque. Et donc, au fur et à mesure, on a informatisé le réseau avec l'offre de Koha, puisque, rappelez-vous, 2011, il y avait 4-5 bibliothèques informatisées. Aujourd'hui, on en est presque à une quarantaine. Et ça, on a pu le faire grâce à une offre totalement adaptée que le prestataire nous a proposé, qui repose sur Koha dans le cadre de l'offre Picoloco. L'offre Picoloco, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est un SIGB Koha tout hébergé, avec un paramétrage type que nous on a défini, un certain nombre de valeurs autorisées, de catégories de lecteurs, de types de documents, de procédures, un accompagnement de la part de la BDP, qui fait que tout ça c'est bien rodé et qu'aujourd'hui, quand on veut informatiser une nouvelle bibliothèque, ça va assez vite. Spécificité également, c'est que nous, on n'utilise pas du tout le pack de Koha. Notre pack, comme celui des bibliothèques du réseau, qu'elles utilisent Koha ou pas, leur pack, notre pack, c'est Camélia 55. C'est à la fois un catalogue collectif, un site d'information et un annuaire. Donc l'objectif en 2011, c'était de pouvoir intégrer toutes les bibliothèques qui souhaitaient venir, même si elles n'étaient que 5 au début. On ne pouvait pas imposer aux bibliothèques municipales qui étaient déjà informatisées de se réinformatiser avec un autre SIGB. On a donc privilégié le choix d'une offre qui nous permettait d'intégrer des données qu'elles viennent de n'importe quel SIGB. Aujourd'hui, à titre indicatif, je crois qu'il ne reste que 2 bibliothèques qui n'utilisent pas Koha. On a réussi à en convaincre quand même quelques-unes. Bon, sur 5, c'était pas beaucoup, c'est sûr, mais voilà, ça vous donne une petite idée. Alors, pourquoi changer de version? Premièrement, pour disposer d'une version récente. C'est vrai que l'ergonomie a quand même évolué au fil des ans, même si elle n'est pas révolutionnaire, elle est toujours un petit peu mieux. Au niveau fonctionnel, il y a eu également plusieurs choses. Des spécificités qu'on avait demandées qui ont été intégrées progressivement dans les versions communautaires. Et puis, au fur et à mesure, des nouvelles fonctionnalités qui apparaissaient dont on ne pouvait pas bénéficier parce qu'on était bloqué sur la 3.02. Et ces nouveautés, nous on les voyait concrètement, puisqu'en fait quand on informatisait une petite bibliothèque, les petites bibliothèques, elles avaient une version récente de Koha, elles n'avaient pas la 3.02, elles avaient la nouvelle version qui sortait. Donc quand on formait les bibliothèques, on voyait, ah tiens, ça c'est sympa, ça nous permet d'aller plus vite ou de faire telle ou telle chose. Alors que nous, dans la 3.02, on ne pouvait pas. Et puis aussi un souhait de rejoindre la communauté et de bénéficier d'une version communautaire. Donc, tout ça nous a progressivement donc, amené à souhaiter migrer, à changer de version. Évidemment, ça s'est fait dans un cadre juridique assez précis, qui est un marché qui visait essentiellement l'hébergement, la maintenance et l'assistance, en fait la reconduction
du marché intérieur, dans lequel on a ajouté un certain nombre de développements spécifiques. Alors nous, Bibliothèque départementale de la Meuse, on n'a pas d'informaticien. Je suis moi-même bibliothécaire, ancien documentaliste. Et mon collègue Joël, que vous avez déjà pu voir, est également bibliothécaire. Donc on n'a pas de grosses compétences au niveau informatique. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des solutions clés en main. C'est pour ça qu'on fait appel à des prestataires. Et donc, notre façon de contribuer, plutôt que de toucher le code, c'est de financer des développements et d'être présent dans la communauté et de faire en sorte d'apporter notre petite pierre à l'édifice. Donc le passage en version communautaire faisait partie des quelques développements spécifiques. Vous avez derrière moi quelques autres spécificités qui touchent aussi bien la partie portail que la partie Koha. Ce qu'il est intéressant de savoir aussi, c'est qu'en fait, 2011, notre prestataire, je pense qu'on est un petit peu à l'origine de leur association, nos deux prestataires, c'était BibLibre et AFI, qui depuis donc, se sont rapprochés. Et donc, ce sont également eux qui se sont vus attribuer le marché en 2014. Donc l'autre développement purement Koha qui fait partie de ce lot, j'aurai l'occasion d'en causer tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir créer des listes dans Koha et de les retrouver ensuite dans le portail Bokeh. Je ne sais pas si ça parle à des utilisateurs Koha Bokeh. Les apports, donc déjà fonctionnels. J'en montrerai quelques exemples tout à l'heure. Technique, c'est-à-dire qu'on a un serveur tout hébergé. Le serveur sur lequel on était hébergé datait déjà de quelques années. Et donc, on a cette année bénéficié d'un nouveau serveur qui est plus rapide, donc plus efficace. On a désormais une version de Koha identique à celle qu'utilisent les bibliothèques du réseau. Donc c'est quand même plus simple pour fonctionner. Le matériel qu'on utilise pour le prédéporter commence à avoir quelques années. Alors il est souvent allumé, éteint, transporté. Dans le bibliobus, sur les petites routes, ça hoche un peu, c'est assez malmené, ça prend tous les temps, etc. Donc 4 ans, même 5, ça commençait à faire un petit peu, surtout pour des ordinateurs portables. Donc c'était l'occasion rêvée pour remplacer les deux micro-ordinateurs portables. Et donc, on en a profité pour les renouveler. Et plus symboliquement, ça nous permet d'être plus efficace, d'avoir une ergonomie plus simple et plus sympa, et de pouvoir enfin contribuer en termes de développement. Pas de grande difficulté. On a procédé, comme pour tout projet de migration, des réunions préparatoires, des tests, on a eu une instance de test, et puis à un moment donné, on s'est dit, bon bah ok, les tests sont concluants, tout ce qui ne collait pas avait été à un moment donné réglé. Donc on a fixé une semaine au mois de mars pour franchir le cap et la migration des données. Que dire, pas grand-chose. Sur la migration des données, alors, franchement, aucun souci. Tant en volumétrie qu'en efficacité, aucun problème. Idem pour le fonctionnement du module de prédéporté, qui est le module spécifique que BibLibre a dû un petit peu adapter. Quelques exemples de fonctionnalités, bon, ça vous parlera, vous les connaissez tous. Avant, alors quand nous on utilise encore Koha pour faire des étiquettes papier, puisque sur les 100 bibliothèques informatisées, on n'en a qu'une quarantaine qui font du prêt du retour de façon informatisée. Ce sont des bibliothèques, les autres bibliothèques sont des bibliothèques gérées par des bénévoles qui n'ont pas de logiciel, donc elles font du prêt du retour manuel avec le bon vieux fichier papier. Elles ont donc besoin de fiches papier dans leur ouvrage. Et derrière, elles ont une petite fiche lecteur dans laquelle elles vont mettre son nom ou son numéro avec la date de prêt et la date de retour. Donc on fait toujours nous des étiquettes pour les fiches et donc on utilise le module outils étiquettes. Et quand on voulait faire des étiquettes en version 3.0.2,
c'était extrêmement compliqué parce que pour pouvoir faire un lot d'étiquettes et ajouter un livre à ce lot, il fallait à chaque fois rechercher quel type de champ on faisait, ici, donc vous voyez à l'écran, lui dire qu'on voulait le champ code barre exemplaire et biper le code barre. Il l'ajoutait dans le lot, il fallait recommencer, on avait à nouveau cette interface. Aujourd'hui, on a une fenêtre de ce type qui nous permet de biper autant de code barre exemplaires qu'on veut et ensuite de générer le lot de traitement. C'est tout bête, mais ça facilite la vie au quotidien. Autre fonctionnalité intéressante, les rapports sauvegardés. Bon, je ne fais pas du marketing sur les nouvelles fonctionnalités, mais juste pour vous donner quelques exemples concrets de fonctionnalités qui changent la vie. J'ai posé la question à mon équipe, savoir effectivement ce que ça leur avait réellement apporté, ce changement de version. Et c'est vrai qu'ils m'ont dit, il n'y a rien de révolutionnaire, il n'y a pas de révolution, il n'y a rien d'exceptionnel. Par contre, il y a plein de petites choses au quotidien qui font que c'est plus simple et plus agréable à vivre. Donc voilà, comme le fait de pouvoir classer ces rapports sauvegardés et de les retrouver regroupés dans le bon module sans avoir à chercher à défiler. Alors je ne vous ai pas mis tous les rapports, on doit en avoir 140, ce qui n'est pas énorme, mais quand on veut faire défiler les différentes pages de rapports qui ne sont pas classées et qu'on n'a pas de filtre pour les rechercher sur un mot-clé, c'est assez compliqué. Petite particularité, alors je vous le disais effectivement, c'était une spécificité à l'époque. Aujourd'hui, par exemple, le fait de pouvoir exporter les codes barres des retours d'une bibliothèque est aujourd'hui accessible dans le menu plus depuis un adhérent. Nous, ça nous sert à quoi? Toutes les bibliothèques qui sont informatisées avec ou pas Koha, on peut ainsi leur fournir un fichier de ce qu'ils ont rendu aujourd'hui. Et ensuite, ils intègrent ce fichier dans leur logiciel et ça supprime les notices et les exemplaires de leur logiciel. Évidemment, on peut contourner le problème, on l'avait fait par le biais d'un rapport sauvegardé. Mais c'est extrêmement plus simple par le biais de cette fonction. Quelques difficultés malgré tout, ça ne se passe jamais trop simplement. Les quelques difficultés rencontrées ont été sur la mise en route du prédéporté. Alors, pas liées au prestataire, mais parce que au sein du CG55 et maintenant CD, Conseil départemental, les règles de sécurité se sont énormément accrues et on en a profité également, la DSI en a profité pour mettre quelques crans de sécurité supplémentaires. Ce qui fait qu'au final, il y a eu des petites complications, comme on va dire, comme le changement de serveur DNS, qu'est-ce que j'avais noté, des petites choses vraiment très techniques qui font que ça a pris un peu plus de temps. Comme le paramétrage du SSH, comme la gestion du pare-feu, le renommage des adresses IP des deux portables, etc. Tout ça, il a bien fallu à un moment donné avoir le responsable système au niveau de la DSI. Et évidemment, il n'avait pas que nous à gérer durant la période de transition et il n'avait pas du tout priorisé que ça allait impacter directement le service. Ça a été quand même assez réglé rapidement. Autre difficulté, par contre, peut-être un peu plus longue, ça a été le réglage du web service entre notre Koha et Camélia 55. Le fonctionnement entre les deux est un petit peu différent et le prestataire ne s'est pas tout de suite rendu compte que ça fonctionnait différemment, que les problèmes qu'on pouvait rencontrer venaient aussi de ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait rencontré d'autres difficultés internes, donc on s'était dit que ça pouvait aussi porter là-dessus. Mais non, c'était vraiment le web service lui-même qui fait que durant, on va dire, 15 jours, 3 semaines, le système des réservations en ligne n'a pas fonctionné. On a mis un petit peu de temps avant de supprimer les causes possibles et de se rendre compte que c'était vraiment le web service qui posait problème. Très anecdotique, quelques rapports sauvegardés qui prenaient en compte le champ date, notamment date de retour,
et dont la syntaxe avait forcément changé dans les versions et qu'il a fallu adapter. Mais bon, ça c'est vraiment très très simple. Et puis, on devait profiter de ce changement de version pour bénéficier du vendangeur. Et comme durant les versions test de la 3.18, on avait à un moment donné intégré le vendangeur, et puis il s'est passé un bug à un moment donné qui fait qu'ils ont intégré une nouvelle itération de test sans le vendangeur, et qui fonctionnait relativement bien. On s'est dit, non, on ne va pas encore repousser en retestant le vendangeur. On s'est dit, c'est bon, la version que vous nous proposez, elle est bonne, elle est stable, on y va, et on verra après pour le vendangeur. Le vendangeur, nous, on avait surtout besoin dans notre version pour pouvoir nettoyer en quelque sorte les mots matières rameaux de nos documentaires que l'on récupère depuis la BNF. Et demain, nous, ce qui va nous intéresser, c'est les développements dont je vous parlais tout à l'heure. Donc le développement qui nous permettrait de créer des listes dans Koha, des listes publiques, et de les retrouver sous forme de panier dans la partie bokeh, donc dans Camélia 55. On est impatient également de voir les prochaines versions, puisque nous avons été intégrés sur une version 3.18. Le but du jeu, c'est bien d'être sur une version communautaire, donc on va voir ce qui va se passer après. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette migration, somme toute assez simple et rapide, pour le département de la Meuse. Je suis à votre écoute si vous avez des questions. En avez-vous? Oui. Oui, c'est plus sur la question du dialogue Koha-bokeh. Bon, vous avez abordé effectivement les listes et paniers. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce qu'effectivement, on est rentré entre guillemets, dans bokeh, nous, très récemment. Donc, on est obligé lorsqu'on édite des listes, de les reprendre également à la main, donc de les doubler dans bokeh. Quelle est votre appréciation de bokeh par rapport à Koha globalement? Est-ce que vous avez des éléments à énoncer sur cette question du couple Koha-bokeh? Oui. Alors sur l'association, nous on en est vraiment satisfait. On n'a pas rencontré de problème majeur. Depuis leur rapprochement notamment, on trouve que c'est quand même plus simple en termes de fonctionnement, même si derrière il y a toujours deux forges. On a toujours conservé une forge Koha et une forge AFI. Globalement, on est vraiment content de leur association. Maintenant, ce qu'on aimerait effectivement, c'est que les deux communiquent un peu plus, soient un peu plus fusionnels, et on espère que ça va être le cas. Donc, on a déjà nous financé ce développement. On en est au moment où on va rédiger les spécificités, puisque l'ensemble des développements sont commandés et doivent être livrés avant la fin de l'année. Si vous souhaitez connaître le cahier des charges, on peut vous le soumettre assez rapidement. On va y travailler dans les prochaines semaines. Donc, entrez en contact. Je pense qu'on va s'y attacher la semaine prochaine. Je pense qu'au départ, nous, on pensait quelque chose de très simple, le fait de pouvoir retrouver une liste publique et de la retrouver donc, dans un panier, refaire ensuite dans bokeh pour faire soit... des nouveautés liées une visionneuse, je suis en train de chercher le terme exact, pour ensuite montrer des couvertures de livres, quoi, faire des coups de cœur, ce genre de choses. Vous aviez des idées particulières? Non, c'était... Vous avez un peu plus de bouteilles que nous, donc voilà. Et nous, on utilise vraiment bokeh comme outil d'éditorialisation, mais donc... il y a encore, je pense, au niveau des passerelles avec Koha, des éléments à améliorer. J'ai une autre question aussi concernant, enfin, c'est pas une question, mais bon, j'observe que vous avez été précurseur sur Koha en BDP, avec donc un Koha déporté. Néanmoins, vous n'êtes pas,
vous n'êtes pas une médiathèque de prêt, mais imaginons que vous prêtiez vous-même des documents en tant que BDP directement et non pas sur les points relais. Comment s'effectuerait dans ce cas-là le travail de prêt de retour, puisqu'il y a donc un écart temps entre l'enregistrement tel qu'il se fait dans les bibliobus et tel qu'il est réellement porté sur la base en production. Est-ce qu'il y a des développements qui permettront d'enregistrer, je sais pas, sur une clé 3G? Est-ce que voilà, comment ça pourrait s'effectuer dans d'autres profils de BDP? Et est-ce qu'il y a des BDP qui actuellement envisagent de prendre Koha, enfin, voilà, où ça en est dans le monde des BDP? Alors, le monde des BDP est très attentif, effectivement, à ce qui se passe avec Koha. C'est vrai que le monde des BDP est partagé entre deux SIGB traditionnels assez anciens, technologiquement. Je sais qu'il y en a une qui est extrêmement intéressée. Voilà, j'en sais pas plus. En termes de transfert, nous, c'est clair qu'on ne pouvait pas envisager d'avoir autre chose qu'un module de prédéporté. Après, effectivement, on peut faire du prêt en temps réel. Dès lors qu'on est hébergé, si on utilise une clé 3G ou 4G, si on utilise une connexion satellite, c'est tout à fait possible de faire du prêt du retour depuis Koha, puisqu'on est hébergé. Si aujourd'hui nos ordinateurs de prédéporté tombent en panne et qu'ils ont fait du prêt du retour dans la journée, il y a une sauvegarde qui permet d'injecter les données sur la base de production. Cette injection, elle peut se faire à n'importe quel moment de la journée, ce qui permet au serveur de lancer ensuite le script et d'avoir la base à jour. Par contre, ce qui n'est pas automatisé aujourd'hui, ce qui n'est pas manuel non plus, c'est le fait de rebalancer la base à jour du serveur vers les portables. Ça ne se fait que de façon automatique durant les traitements de la nuit. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? C'est ça. Aujourd'hui, par exemple, on réfléchit éventuellement à un bibliobus numérique qui pourrait avoir une connexion Internet autonome par le biais d'un satellite. Alors, ça ne va pas voir le jour tout de suite, peut-être d'ici 2 ans. Est-ce que du coup, on n'aurait plus besoin du prédéporté? Je ne sais pas encore. Franchement, je ne peux pas répondre. C'est vraiment une ébauche de projet, donc on n'en est vraiment qu'aux prémices. Alors, vas-y, finis. Vas-y, Sonia. Non, je pense que j'avais terminé, si Jérôme n'a plus de questions. Hein. Par rapport au BDP, je sais que nous, on a reçu un message à l'association Koala. Alors, je suis désolée, je ne me souviens plus si c'était la BDP des Pyrénées-Orientales ou la BDP des Pyrénées-Atlantiques, mais qui disait qu'ils avaient fait une étude qui voulait passer à un SIGB open source, qu'ils avaient fait une étude et d'ailleurs qu'ils avaient choisi Koha vraiment sur des critères fonctionnels, donc j'avais trouvé ça très intéressant, et qui étaient en train de faire un cahier des... Enfin, je crois même qu'ils ont passé un appel d'offres déjà. Oui, Sonia, donc, oui, l'appel d'offres est passé et a priori, ça serait pour bientôt. Et c'est BDP Pyrénées-Orientales ou Atlantique 64 ou 65, je ne sais plus ce que j'ai entendu tout à l'heure. Bon, 64. Voilà. C'est ça, ok. On finit par retrouver les informations par petits bouts. De ce que je sais aussi, j'ai eu des contacts avec nos voisins de l'Aube qui l'ont installé également. Alors, par contre, je ne sais plus exactement si c'est que pour eux ou pour un catalogue collectif. Mais là, cette fois-ci, ça serait sur un de leurs serveurs et c'est eux qui ont fait l'opération eux-mêmes. Hein. Donc là, je sais alors après, je ne sais pas jusqu'où ils vont aller dans leur niveau de passage. Mais ils l'ont installé, ils sont en train de migrer les données de leur ancien système. Voilà, donc c'est à suivre également. Donc BDP 10, c'est 64. Alors moi, je voulais juste apporter une précision par rapport à notre fonctionnement qui peut-être répondrait un tout petit peu à la question, puisqu'on a un catalogue partagé et pour le moment, on est les seuls à utiliser le module circulation, mais on va bientôt le déployer pour nos partenaires de la Maison de l'Asie, l'École française d'Extrême-Orient à Paris. Et donc, eux, ils pourront utiliser le module circulation avec du pré-retour et on va faire
une distinction avec des sites. Donc soit les usagers seront inscrits sur le site Bulac, soit ils seront inscrits sur le site Maison de l'Asie. Et à partir de là, ils pourront utiliser le pré-retour, et y compris avec des développements, le module de demande de communication des magasins, puisqu'ils ont 1 ou 2 magasins dont ils souhaiteraient pouvoir faire de la communication, y compris à distance, depuis les comptes des lecteurs. Donc on va essayer de faire ça, voilà, normalement pour l'automne. Petite particularité par rapport à Camélia, pour les bibliothèques donc, informatisées avec Koha, dans le cadre de l'offre Picoloco, évidemment, elles ont bien sûr le compte lecteur avec lequel elles peuvent se connecter. Donc la bibliothèque a un compte en tant que lecteur chez nous, et chaque lecteur de la bibliothèque a son propre compte et a donc ainsi accès à Camélia et à ses différents contenus. Juste une précision par rapport au transfert des listes de Koha vers Bokeh. C'est quelque chose qu'on a développé pour la MIOP, pour la migration des données. Donc on peut en causer ensemble après si vous voulez. Volontiers. Je voulais vous demander, est-ce que le prêt secouru est très éloigné de l'utilisation que vous faites de votre prêt déporté? Alors, oui, je pense quand même, puisqu'en fait, le module de prêt déporté, quand on prête, il vérifie le statut du document. Quand on retourne de la même façon, il vérifie aussi s'il y a des pièges, des réservations, etc. Donc, je pense que c'est quand même assez éloigné. Puisque le prêt secouru, c'est vraiment de l'aveugle. Il ne se pose pas de questions sur la situation de l'adhérent ni sur le document. Alors que là, oui. Là, on intègre véritablement. Et en plus, on peut inscrire et modifier des lecteurs, ce que ne permet pas le module de prêt secouru. Alors par contre, je crois qu'il y a eu un changement, il y a 1 ou 2 versions, alors on ne l'a pas encore testé sur le prêt secouru, qui permet de télécharger en fait dans le navigateur une partie de la base de données. Et donc il y a plus de vérification par rapport au module de prêt secouru qui existait auparavant, où vraiment on n'enregistrait que voilà, c'était finalement un fichier texte tout enregistré, c'est ce qui se passait. Et là, du fait de pouvoir télécharger dans le navigateur une partie de la base Koha qui concerne la circulation, tu peux avoir un module de prêt secouru qui permet une certaine vérification de la situation de l'usager et de la situation des documents. Mais bon, voilà, je ne l'ai pas testé encore. Effectivement, j'avais vu cette fonctionnalité quand la version est sortie. Alors, petite question, est-ce qu'il y en a qui utilisent cette partie-là, le module? Ça serait intéressant parce que j'ai regardé la documentation, je n'ai pas trouvé que c'était probant. Je n'ai pas été plus loin dans mes tests, mais oui. On avait un module de prêt secouru qui créait les fichiers coq qu'on intégrait dans Koha et qu'on a utilisé jusqu'à la montée de version, et ça marchait pas mal. Et maintenant on se pose la question justement d'utiliser les derniers développements qui ont été faits. Mais on n'est pas encore rentré dans les tests, mais c'est pour dire qu'on est assez intéressé par ce type de solution et comment ça pourrait fonctionner aussi chez vous, et voir si ça pourrait pas nous être utile. Petite information également, sachez que le module de prêt déporté qui a été développé pour nous est également en service à Loire-Forêt, le réseau de communes. Et sur la 318 aussi.